toutes et à tous. Bienvenue sur cette première conférence proposée par Thiaro Quimper et animée par Jean-Claude Leruyer à propos du breton, des dialectes au breton écrit. Pendant 1 heure, Jean-Claude Leruyer vous présentera sa conférence, puis pendant 20 à 30 minutes, il répondra à vos questions. Donc n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire et je vous laisse la parole, Jean-Claude Leruyer. Bon, des Montorol, bonjour à toutes et à tous, comme on dit. Alors, dans cette période de confinement ou de couvre-feu où on ne peut pas tellement voyager, je vais vous proposer un voyage dans la langue bretonne. On va faire un petit tour, voir comment ça se passe et puis ce que on pourrait dire par rapport à ce qu'on va voir. Alors, cette conférence, elle est basée sur un livre que Skolvrer a édité en fin 2019, qui s'appelle donc Des dialectes à la langue écrite. Et comment dire, c'est un livre qui reprend des choses que moi j'ai apprises avec quelqu'un qui s'appelle Albert Baucher. Alors, il faut d'abord que je dise pourquoi est-ce que moi je me suis intéressé à ce problème de langue écrite. Je pense que c'est intéressant de le dire parce que moi je suis du pays vantais. Je considère que le vantais c'est du breton, donc c'est pas quelque chose de particulier, même si c'est un dialecte peut-être un peu particulier, mais c'est quand même du breton. Et puis, moi, j'étais dans l'enseignement, donc j'ai enseigné le breton. Et à partir de tous ces ingrédients-là, il y a quelque chose qui s'est produit et qui fait que je me suis intéressé à ça. Alors, je partirai d'un avis d'un Vantex, c'est Iwan le Déberder, qui a, comment dire, écrit ceci. En 1924, il disait « Je prétends que le choix d'une seule langue littéraire bretonne est une urgente nécessité. » Vous savez, ça fait déjà 100 ans qu'il disait ça. « Et que chacun doit réduire la part de son dialecte dans ses écrits et tendre vers un breton correct qui ne sera plus le breton d'ici ou de là, mais le bon breton de Bretagne simplement. » Et il ajoute « La base de cette langue littéraire doit évidemment être le Léonard classique. » Alors, cette prise de position, elle est un petit peu problématique. Si on regarde la carte vite fait, on voit que le Léon est là-bas en haut à gauche en violet et le Vantais, donc moi je suis du Vantais, est en jaune en bas à droite. Donc ça, c'est un peu le problème. On est un peu toujours dans ce problème-là parce que la base qui a été choisie au départ était un peu extrême, si on veut, par rapport au domaine du breton, quoi. Alors, j'ai eu la chance de faire connaissance avec donc Albert Baucher, qui était prof d'anglais. Il est resté pratiquement toute sa vie à Beau. Et c'est un gars un peu particulier qui est décédé en 2012 et qui était un gars très doué pour les langues. Il connaissait une vingtaine de langues et il connaissait aussi, ce qui était intéressant, pratiquement tous les, je dis pas forcément tout, mais beaucoup de façons de parler. Il avait beaucoup voyagé en Bretagne et il avait une très très bonne mémoire et il savait à peu près comment prononcer les gens dans les différentes communes de Bretagne, à quelque chose près, quoi. Évidemment, peut-être pas dans chaque coin, mais il avait vraiment beaucoup de connaissances de ce genre-là. Et donc, il avait un point de vue particulier dans le sens où d'abord, il avait une bonne connaissance du breton, on va dire du breton général, des différents parlers, etc. Et en plus, il était vantais, il était du pays Pourlette. Donc, il avait un point de vue, disons, qui pouvait amener une autre vision des choses concernant le breton. Donc c'est pour ça qu'il avait écrit un certain nombre d'articles dans les années 1970, là où il y avait eu une mise sur... Enfin, il avait été constitué une commission à cette époque pour essayer d'unifier les écritures du breton. Et il avait écrit donc un certain nombre d'articles qui s'appelaient « Des dialectes à la langue écrite ». Et on a repris ce titre pour le livre en question qui vient donc de sortir en 2019.
Alors, on va voir justement, pour comprendre un peu le problème, on va regarder un peu comment le Vantais, parce que c'est quand même, pas oublier que c'est un peu, il n'y a pas que le Vantais, vous allez voir, dans l'histoire, mais c'est quand même un peu un point de vue Vantais qui va être présenté tout de suite là. Et vous allez voir un peu, du point de vue historique, comment le Vantais a été présenté euh, au, au cours de l'histoire. Et c'est un petit voyage aussi dans l'histoire intéressant. Alors, si c'est les Vantais, par exemple, ici Grégoire de Rostronin, le dialecte de Vennes, remarquez qu'on disait Vennes à l'époque, Vennes, ça s'est prononcé Vannes un peu après, quoique très éloigné de tous les autres, plus rude même qu'aucun autre à cause de l'abondance de ses H, devrait passer pour le meilleur, contre le sentiment des Bretons qui l'ignorent, pour la raison que plus les mots d'une langue sont courts, plus une langue ou même un dialecte doivent être estimés au-dessus des autres. Or, le dialecte de Vennes est le plus court de tous sans contredit. Donc pour lui, c'était le meilleur des dialectes bretons. Sidère de Kérampoul, lui, c'est un peu pareil. Il dit breton de Vannes, notez que juste un peu après, donc on écrit Vannes avec un A, le plus ressemblant à l'hébreu, ah oui, c'était le celtomanie, hein, le moins embarrassé, le plus énergique et dont le français a emprunté une grande partie de ses mots, surtout son aimable prononciation sans inflexion ou mauvais accent. Par conséquent, breton de Vannes, le meilleur de tous les bretons, l'ancienne, la véritable langue celtique. On y va gaiement. Alors, il y avait aussi des réactions. Voici par exemple, vous savez que le Gonidec avait donc écrit avait travaillé sur le breton, il était léonard et il avait donc fait un dictionnaire, et l'abbé Lavenot, donc, qui était curé de Camors, avait fait aussi un travail, mais il avait adapté, il s'était basé sur le dialecte, sur le dictionnaire de Le Gonidec pour faire son propre dictionnaire, et quelquefois ça l'énervait, donc il trouvait donc Maître Le Gonidec défigurait les mots du dialecte de Vannes et que c'était infect, pas moins. Alors Pierre Le Goff, c'était en 1906, il y avait des tractations déjà pour essayer d'intégrer le Vantais, mais vous voyez que Pierre Le Goff n'était pas très content parce qu'il avait l'impression que quand on demandait des efforts, c'était surtout au Vantais qu'on le demandait. Hein, c'est un peu comme le mariage de la Bretagne avec la France, tout le profit d'un côté, toutes les concessions de l'autre. Hein, c'est pas très facile tout ça. Alors ça, c'est un autre point de vue en 24 où Méven Mordierne donc disait que pour lui le Vantais c'était pas un dialecte, c'est-à-dire que ça faisait pas partie du breton. C'est carrément une langue autre, mais une langue secondaire, inférieure dans son ensemble. Donc déjà, vous voyez le mot inférieur, mais on peut quand même récupérer quelques points de grammaire, de vocabulaire qui peuvent être intéressants. Donc là, c'était faire déjà, c'était déclarer que le Vantais n'était pas récupérable, si on veut, pour le breton. Un texte donc, qui date de 1932. Alors, il faut resituer un peu le contexte parce que c'est en 1925 que Roparcémon avait mis sur pied une façon d'écrire qui s'appelait donc, c'était Goualarn, le mouvement Goualarn qui avait proposé cela. Et le Vantais n'était pas tellement pris en compte dans ce système. Et donc Kerland qui avait adopté ça, et quand il lisait des textes en Vantais, ça l'énervait de voir que les Vantais continuaient avec leur orthographe particulière. Donc il y avait eu donc une œuvre qui s'appelait Gueladen Tondal, qui avait été publiée par le journal, enfin la revue Arundhausen. Non, pas que Diunam, je veux dire. Arundhausen, c'est un autre ouvrage de Jan Berkalor. Et pour Kerland, c'était terrible de voir les Vantais continuer avec une orthographe particulière, et il disait il faut au moins adopter l'orthographe de Goualarn.
Alors évidemment, adopter une orthographe, c'est quand on peut, quand on considère elle est assez large pour intégrer les particularités de son parler, ça va, mais si c'est trop étriqué, c'est ça le problème. À quoi pouvait répondre Loïs Sérieux, justement, qui n'était pas d'accord du tout avec pour intégrer ça, parce que pour lui, le système de Goualan, la position de Roparcemont et des gens qui étaient avec lui, c'était de faire une langue qui était un peu hors dialecte, un peu trop, on va dire, chimique, on pourrait dire ça aujourd'hui. Et pour l'Ouest sérieux, c'est une langue mélangée, euh, qui a été fabriquée par des gens qui n'étaient pas des gens du peuple, qui fabriquait des mots encore plus difficiles à prononcer qu'à lire, qui étaient sous l'influence terrible du français, et puis et qui avaient été fabriqués contre les Vantais sans leur demander leur avis, etc. Donc il y avait des gros problèmes d'intégration. Alors, là, on arrive au Peur-une-Vente, c'est-à-dire le système qui fonctionne actuellement, qui est dans les écoles, qui est devenu le système officiel, donc 1941, c'était pendant la guerre. Et c'est intéressant cette phrase parce que c'est quand même Roparcemont qui était comment dire, à l'origine, qui avait envie d'aller de l'avant. On ne peut pas trop lui reprocher, mais sur certains plans, il faut quand même comprendre comment ça se passait. Par exemple, vous savez que le ZH, c'est le symbole du breton unifié, à savoir le symbole du Pur-Unvant, donc de l'orthographe de l'époque. C'est la jonction entre les trois dialectes qu'on appelle KLT et le Vantais. Donc, pour dire Bretagne, on dit Breis en KLT et on dit Brech avec un H, si on veut, en Vantais. Et donc, au lieu d'avoir deux mots, on a dit on va mettre le H après le Z, ça va faire BZH, Breis avec B-R-E-I-Z-H. Et on peut prononcer Breis, on peut prononcer Brech. Voilà. Notez que Roparcemont n'a jamais écrit son prénom Ropars avec un H, tout simplement parce qu'il n'était pas d'accord avec l'intégration du H dans cette orthographe-là. Et il dit dans un courrier que en fait, c'est les Allemands, c'est un officier allemand, Weisgerber, qui avait forcé un peu les Bretons à tenir compte du Vantais en disant il faut faire semblant de plier un peu aux gens du pays de Vannes. Voilà. Il faut faire semblant. Hein, c'était les mots Retor ober Vand, Blegon, une tamique de Dut Wenet. Bon, alors c'est parti comme ça. Donc le Peur-une-Vente est parti un peu sur ces choses-là. Il y a eu des choses qui ont été quand même faites, hein, des traits du Vantais qui ont été pris dans le Peur-une-Vente. Il ne faut pas oublier, c'est quand même une démarche d'unification et d'intégration du Vantais qui est quand même à saluer. C'était pas évident, même pour les gens du KLT, que d'intégrer le Vantais. Hein. La preuve, c'est que Hervé Sévaert, qui se déclare barde breton, pour lui, hein, deux départements bretons qui ont la langue mère depuis qu'elle existe sans H, il parle donc du Finistère et des Côtes-d'Armor, et sans les autres modifications qui lui ont été imposées le 8 juillet 41, donc c'était dans l'instauration du Peur-une-Vente, n'ont pas à accepter une réforme absurde d'un troisième département, il s'agit du Morbihan, qui ne parle pas la vraie langue bretonne, mais bien un dialecte. Donc, même pour les gens du KLT, ce n'était pas évident d'accepter le Vantais, mais c'était un peu compliqué. Et jusqu'en 1988, on a comment dire, des choses qui sont intéressantes. Par exemple, dans la revue Armen, il y avait quelqu'un qui avait dit que les Vantais ne collaboraient pas trop, n'apportaient pas beaucoup de choses, disons, à la communauté. Alors, est-ce qu'ils ont peur de la modernité? Nous ne leur refuserons pas leur autonomie.
j'ajouterai pour terminer que l'un des facteurs de la débretonnisation du pays nantais est sûrement le manque de personnalité des Vantais. Le pays de Vannes est certes très beau, mais objectivement, il nous serait plus utile d'avoir pour voisin des Trégorois. Alors, voilà. Bon, si on regarde la carte, on voit que la bretonnisation, elle est plus accentuée dans le sud que dans le nord, puisque on va plus loin, un peu dans le sud que dans le nord. Bon, tout ça, c'est un peu pour rigoler. Alors, on va, dans un premier temps, on va regarder un peu la langue parlée, savoir comment ça se présente un peu. Alors, donc, j'appelle en gros 4 composantes. Alors, ça, c'est des composantes historiques hein, qui sont plus ou moins vraies, mais bon, ça correspond quand même à certaines données intéressantes. Hein. Donc, il y a le Cornouaillais, le Léonnais, le Trégorois, qui forment ce qu'on appelle le groupe KLT. Et puis, il y a le Vantais, un peu en dessous. Enfin, en dessous, je veux dire, plus au sud. Hein. Voilà la carte. Donc, vous avez en violet donc le breton du Léon, sur lequel certains disent qu'il faut baser le breton écrit. Voilà. Au nord, vous avez le Trégorois, avec le Gouello en violet. Et puis au centre, la grande partie du centre, c'est le Cornouaillais et le Vantais, donc plus au sud. Alors, il faut savoir que c'est global. Hein. Quand on dit Cornouaillais, par exemple, mais c'est vrai aussi pour le Vantais, hein, il n'y a pas le Vantais, il n'y a pas le Cornouaillais, il y a des dialectes cornouaillais, il y a des dialectes vantais. C'est un peu du dégrossi, quoi. Hein. Alors, il faut savoir que actuellement, si on veut, dans le breton parlé, il y a plusieurs façons de parler. Hein. Par exemple, pour dire la mer, on peut dire mour, la plupart des gens disent mour, mais on peut dire mour aussi. Hein. Pour ça, on écrit mour. Hein. Pour dire de la viande, donc c'est le point 2, on écrit kik, mais on peut dire kik, on peut dire tchik, on peut dire tchitch, on peut dire tchotch. Il y a plusieurs façons. Bugalé, c'est pareil, les enfants, bugalé, budjalé, budjeli, et encore, il y en a certainement d'autres. Et un des plus intéressants, c'est par exemple Petra. Petra, pourquoi non, Petra, quoi, veux-je dire. Alors, on peut dire Petra, Para, Pra, peut-être, il y a une dizaine de prononciations possibles. Tout ça, c'est un peu le résultat du morcellement du breton. Quand une langue n'est pas enseignée, elle a tendance à se diversifier, à se morceler, si on veut, quoi. Donc ça, c'est connu. Vous avez aussi des changements de consonnes, par exemple. Argir, donc c'est la maison, chez soi, le chez soi. On peut dire argir, tout simplement. On peut dire argir, on peut dire rier, voilà. Butune, dans le 21, on dit butum, avec un M. Hentu, on peut dire henshu, dans certains coins. Donc le T devient che, vous voyez. Le mot tarir, par exemple, beaucoup de gens disent hesk, comme s'il y avait un K à la fin. En fait, le mot, c'est une déformation de hesp. Et on dit hesp encore dans le pays pourlet, et puis ça correspond aussi au gallois. Donc c'est bien un peu pour dire esp, pour dire tarir, et non pas esque, si une plante coupante qui pousse dans les marécages par touffe, qu'on appelle le carex ou la lèche en français. Donc c'est deux mots différents. Vous voyez, le P est devenu K. Quoi d'où des bois, on entend quelquefois quoi joue, donc le D passe à je. Quant à Péziou, où il y a un Péziou, il y a un ZH, là, donc on peut dire le Z, on peut dire Péziou, on peut dire un H, Péziou, Péziou, on entend parfois Péchou, voyez, le ZH devient che. Donc tout ça, c'est des déformations locales.
Vous avez aussi des changements de la valeur de la voyelle, par exemple. Quelquefois, c'est au lieu que ce soit les consonnes qui changent, ça peut être les voyelles qui changent. Alors, par exemple, une arale, un autre, certains disent une RL. Une arale, une RL. Ça fait penser à l'arabe qui a aussi ce genre de choses, parce qu'on dit El Djebel du côté en Algérie, El Djabal du côté du Caire. C'est un peu les mêmes phénomènes qui se retrouvent. En tout cas, une arale, une RL, vous voyez, on a le A qui devient E. Bemdé devient Bomdé, hein, tous les jours. Bemdé, Bomdé, le E devient A. Méné peut devenir Mané, en 21 on dit Mané. Soudart, un soldat, peut se prononcer. Mon grand-père, il disait Sudart, dire Sudart. Bon, voilà, un OU devient U. Un E peut devenir aussi un I, par exemple, un Namzir. Alors, un Namzir, quand on appuie sur la première syllabe, on dit un Namzir. Mais en 21, on dirait plutôt un Namzir, et on peut aller jusqu'à un Namzir. À Auray, on dit un Namzir. Hein? Bon, un Namzir. Même chose pour Kénik, et on peut dire Kinik, par exemple. Hein. Beaucoup de gens disent Kinik et on écrit Kinik, mais tout le monde ne dit pas Kinik. On peut dire aussi Kanik, c'est ce que j'ai écrit en dessous, Kanik. Donc ça, c'est des déformations ou bien de consonnes ou bien de voyelles, selon les différents parlers, selon les différents coins et les différentes communes dans lesquelles on se trouve. Alors, on a parlé tout à l'heure du léon qui pouvait être la base du breton écrit. Il se trouve que dans le léon, il y a un Z qui a disparu dans les autres dialectes en général et qui a été conservé là-bas. Alors, ce Z est écrit, on l'écrit, puisque c'est sur la base du léon qu'on écrit, depuis le gonidec notamment. Ce Z est prononcé dans le léon, c'est pour ça qu'on l'appelle le Z léonais. Azézan, par exemple, Azéza, alors que les autres disent Azéang, Azéan, Azéan. Bamdé, on peut dire Bamdés ou Bamdé. Dimézet marié, Diméet ou Dimézet. Alors Dimézet en léon. Pour dire gras, on peut dire drus, mais la plupart des gens disent dru. Gurionné, la vérité, c'est pareil. Gurionné en léon et Gurionné, autrement, quaranté, c'est l'amour. Mais les gens disent aussi quaranté. Oui, c'est un Z donc qui est minoritaire, on va dire, mais qui est dans l'orthographe. Alors, il n'est pas différencié dans l'orthographe actuelle, dans le Perun-Von actuel, par rapport au Z que tout le monde prononce. Par exemple, dans l'expression nos à des en léon, mais autrement, on dit nos à des, c'est-à-dire nuit et jour. Le Z de nos se prononce partout et il n'y a pas de différence. On écrit nos à D avec un Z à nos et un Z à D. On ne fait pas de différence entre le Z de nos et le Z de D qui n'est pas le même. Il y avait eu des propositions pour mettre un signe dessus. Il y avait eu aussi une tentative de distinguer le Z léonais avec le Z normal en mettant un S à nos, par exemple, et garder le Z à D. Et la règle, c'était que un Z après voyelle était seulement prononcé en léon. Oui, mais c'était un peu compliqué. Ça n'a pas été une tentative qui a fait long feu d'utiliser cette façon de faire, d'écrire nose avec un S. C'était pas idiot non plus, parce que nos s'écrivait avec un S au Moyen-Âge, et puis s'écrit nos avec un S en gallois aujourd'hui et en cornique aujourd'hui. Donc c'était pas forcément idiot, mais ça n'a pas été retenu en breton. Alors donc on a parlé du Z lyonnais, mais il y a aussi le ZH qui prend en compte le H vantais, parce que, comme je disais, en vantais on ne dit pas Brace, on dit Brech, et donc un certain nombre de mots ont, à la place du Z du KLT, ont un H. Donc on écrit à ce moment-là ZH. Alors par exemple, j'ai cité Breisbrech pour Bretagne, et le breton, on peut dire Brezonek ou Brehonek.
Vous voyez, quand il y a un ZH, il y a deux prononciations en fait, il faut savoir ça. Pour dire un chat, on écrit K-A-Z-H et on peut dire Kaas, c'est la prononciation majoritaire, mais on peut aussi dire car. Donc il faut apprendre bien sûr à décoder quand on voit un ZH. On décode, on sait qu'il y a deux prononciations possibles. C'est pas dur à apprendre aux élèves, ça, hein, dans les écoles. Hein. Pas forcément pour dire, mais pour au moins comprendre quand quelqu'un dit car, on sait que ça peut être casse, quoi. Alors, il faut faire attention parce que dans certains cas, il y a des Z. Par exemple, Roazhon, normalement, n'a pas de ZH. Hein. C'est un Z tout simple, c'est un Z du lion. Donc, on prononce par Roazhon, Royon, quoi, pour dire Rennes, la ville de Rennes. Tout le monde écrit B-L-O-A-Z pour dire l'année, l'an, mais la plupart des gens disent bla, 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 pempla, hein, tribla. Donc, on peut écrire le Z lyonnais et puis ne pas le prononcer, ce n'est pas un problème. Alors, il y a souvent des confusions quand même, les gens ne savent pas trop. Souvent, quand ils écrivent si c'est un ZH ou si c'est un Z. Alors, bon, si c'est un ZH, ça veut dire qu'on doit pouvoir prononcer un H quelque part, mais par exemple, dans le mot cuit, poire, nous on dit poire en vantais, mais en qualité on dit poisse. Alors là, si on dit poisse ou poire, c'est forcément un ZH. Ne pas confondre avec pouise, qui veut dire le poids, un poids pour peser. Et là, tout le monde dit pouise, donc puisant. Nous, on dit puising, donc on entend bien le Z, donc c'est bien un Z, c'est pas un ZH. Par contre, pour dire la voix, en qualité, on dit muis, en vanté, on dit muer, donc c'est pour dire la voix, c'est un ZH. Par contre, pour dire une femme, mawis, ce n'est pas un ZH, là c'est Mawis. Nous on dit Mouiz, il faut faire attention parce que ça peut être confondu avec Mouer. Alors en vanté on dit Mouer pour dire la voix et Mouiz pour dire une femme. Et en qualité on dit Mouiz et Mawis, donc c'est bien distingué, mais quand les vantés se mélangent aux autres, il faut qu'ils disent Mawis maintenant pour dire une femme, autrement on va croire qu'ils parlent de la voix. Donc vous voyez, quand on unifie une langue, il faut que chacun fasse un effort pour être clair. Alors, pour dire un accent, l'accent d'une langue, par exemple, puis, muer, puis, muis, alors on peut dire puis, muis, mais l'éventé dirait puis, muer. Donc, on voit que puis garde le Z, alors que muer, c'est un ZH, parce qu'on peut dire muis ou muer. Vous voyez, tout ça, c'est de la gymnastique un peu, il suffit d'apprendre. Alors, il y a aussi en plus dans les dialectes des mots qui sont différents, mais là, ce n'est pas tellement un problème, ça s'appelle des synonymes en français. Hein. Dans le temps, les gens, au lieu de dire c'est un synonyme, ils disaient oh, mais on ne parle pas le même barton. Hein. Là-bas, ils disent, par exemple, je ne sais pas moi, ils disent abarder, nous ici on dit en derbe, donc ce n'est pas le même breton. Et ça pouvait être de commune à commune. Je me rappelle quelqu'un qui m'avait dit oh, il était de Pluvigné, il disait oh là là, à Beau, c'est la commune limitrophe, il disait à Beau. Ah bon, c'est pas le même barton. Là-bas, ils disent, je ne sais plus trop si je me trompe, mais Sklinsen, nous on dit gourlot pour dire un panier. Donc, c'est pas le même breton. Alors que tout ça, c'est des synonymes. Il suffit d'apprendre et puis c'est tout. C'est pas un problème majeur. Dans toutes les langues, il y a des synonymes. Alors, ce que je vais dire maintenant se base sur un problème qui est lié à l'enseignement. Je vous avais dit au début que moi j'avais été dans l'enseignement et le problème de l'enseignement du breton, c'est de savoir sur quelle base on se pose pour enseigner le breton. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une phase où, bien entendu, on doit partir d'une situation très variée, comme on l'a vu, avec différentes façons de prononcer les consonnes, les voyelles et les synonymes, tout ça. Mais on devrait être tous d'accord sur la même façon d'enseigner. Et c'est là que je reviens à Albert Baucher. Albert Baucher n'a pas, il n'a pas inventé les règles qui sont marquées sur ce tableau, mais il a eu l'avantage, et surtout l'idée intéressante de les mettre en ordre dans un corpus qui est un corpus
on pourrait dire absolument nécessaire. Alors, c'est quoi? Il y a 4 règles qui doivent gouverner le breton oral d'aujourd'hui. Je parle pour l'enseignement parce que si on regarde les dialectes, comment ils se présentent dans la réalité, il peut y avoir des choses qui ne sont pas tout à fait… vous savez, quand on édicte des règles, c'est toujours un peu flou, ces affaires-là, mais pour enseigner, il faut bien avoir un chemin, si on veut dire. Et il avait mis en ordre les 4 règles suivantes. L'accent tonique. Alors, l'accent tonique, il ne faut pas le séparer il y a 2 aspects. Il y a l'accent tonique dans les mots, mais si les mots sont dans une phrase, l'accent tonique peut bouger. Donc, il faut étudier l'accent tonique à la fois dans les mots, et puis aussi comment ça se passe si jamais on ajoute 1 ou 2 autres mots, ça peut bouger. Donc, mais c'est quand même toujours l'accent tonique. Donc, l'accent tonique, c'est le point numéro 1. Il faut savoir comment ça marche. En général, je le dis là, dans l'enseignement d'aujourd'hui, il faudrait mettre l'accent tonique sur l'avant-dernière syllabe. Le deuxième point, c'est la longueur de la voyelle sous l'accent tonique. C'est-à-dire que dans une syllabe accentuée, la voyelle peut être longue ou brève. Il y a des règles pour ça. Devant les consonnes sonores, la voyelle est longue en général, mais devant les autres, elle est brève. Une autre règle, c'est le durcissement des consonnes en finale absolue. Par exemple, il y a des gens qui s'appellent aujourd'hui, qui donnent des noms à leurs enfants, des prénoms bretons. Par exemple, Anaïk. Anaïk, ça s'écrit avec un G, en breton moderne. Avant, on écrivait Anaïk, CK, rappelez-vous. Maintenant, en breton moderne, c'est IG et c'est logique par rapport au breton. Mais des gens appellent leur fille Anaïg parce que c'est écrit avec un G. Or, il se trouve qu'en finale absolue, on doit dire Anaïk, même si on écrit Anaïk avec un G, ce qui est normal par rapport au breton, on doit prononcer Anaïk, comme s'il avait écrit toujours CK. C'est-à-dire que quand on écrivait CK, c'est parce que les gens entendaient bien un K en finale. Soisic, c'est pareil, même si on écrit un G, on doit prononcer Soisic. C'est en liaison éventuellement qu'on peut entendre un G. Alors, j'ai mis des petits sur la diapo que vous pouvez voir. J'ai séparé les 3 premières de la 4e, qui est les liaisons. Ce sont les liaisons, point très important qu'on a oublié d'enseigner en breton, parce que le français n'enseigne pas les liaisons. Alors ça, c'est un peu curieux, mais j'ai découvert ça. Moi, j'ai travaillé sur les liaisons. On n'enseigne pas les liaisons. Il n'y a pas de grammaire française qui parle des liaisons. On considère que le problème est réglé dans la famille, un peu en maternelle, et puis quand on arrive au CP, pratiquement, il ne reste plus que quelques petites choses à régler, mais il n'y a pas de leçon, il n'y a rien d'écrit sur les liaisons dans les grammaires françaises. Et comme on a copié inconsciemment, sans doute, quand on a fait des grammaires bretonnes, ce qui se passait en français, on a oublié les liaisons. Or, les liaisons, c'est plus important que les mutations. C'est pas plus important sur le principe, mais c'est plus important en termes de nombre. Il y a beaucoup plus de liaisons en breton qu'il n'y a de mutations. Et il y a des grammaires bretonnes qui consacrent, par exemple, j'en connais une qui consacre 18 pages aux mutations, et il n'y a pas un mot sur les liaisons. Vous voyez, alors tout ça, il faut bien sûr reprendre tout ça pour essayer d'aller de l'avant. Alors pourquoi j'ai séparé les 3 premières règles de la 4e? Parce que les 3 premières concernent un mot. Si je dis par exemple le mot tat, qui veut dire père, eh bien vous avez 3 règles. J'ai dit une syllabe, tat, vous avez 3 règles. Vous avez l'accent tonique, bien sûr, il n'y a qu'une syllabe, donc c'est sur cette syllabe-là, tat, j'appuie sur le mot. Le A est long devant un D, donc c'est la 2e règle, c'est la longueur de la voyelle. Et le D final se prononce T, tat. Donc c'est pour ça que les 3 premières règles, dans une seule syllabe bretonne, vous pouvez avoir 3 règles, et c'est incontournable, quoi. Et si je dis ma zadé, si je dis c'est mon père, par exemple, là je vais avoir une liaison avec le verbe qui est derrière, ma zadé, on entend un D de nouveau. Donc ces 4 règles-là sont fondamentales, et c'est à partir de ça qu'on peut
comment dire, se promener dans le breton en voyant si ça marche, si ça convient, si ça peut rentrer dans le cadre de ces 4 règles. Pour l'enseignement, je parle. Alors, l'accent tonique, ben, je reviens dessus parce que ça concerne la langue orale. Souris, par exemple, le goden. On pourrait dire que l'accent standard majoritaire, c'est logoden. Logoden, on appuie sur l'avant-dernière. En vente, c'était logoden. Hein, logoden. Mais si je dis logoden, non, les vantais comprennent. Il n'y a aucun problème. Enseigner 2 accents toniques aujourd'hui, c'est très compliqué parce que les professeurs, condition qu'ils aient bien appris l'accent tonique standard, ils se promènent d'un pays à l'autre. Il y a des gens du Léon qui viennent d'enseigner en Vantais, etc. Les enseignants changent d'une année sur l'autre. C'est très compliqué d'enseigner 2 ou 3 accents toniques. On peut pas. Il faut se mettre d'accord sur un. Autrement, il n'y a plus rien. Moi, j'avais fait un travail là-dessus et malheureusement, la plupart des élèves, quand j'avais interrogé, il n'y a plus d'accent tonique, si on veut, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Le breton, il a un accent tonique. En anglais, vous savez, quand on enseigne l'anglais, on appuie sur cette affaire-là, sur le problème de l'accent tonique. En russe, c'est pareil, et en breton, c'est très important aussi. Donc, il faut se mettre d'accord. On peut très bien avoir un accent tonique sur l'avant-dernière syllabe dans les écoles, et si on prononce la dernière syllabe, le goden, tout le monde va comprendre. Oubir, c'est pareil. Si je dis or, par exemple, or, certains disent ça, ils s'appuient tellement sur la première syllabe qu'il n'y a plus rien qui reste. Alors, si je dis or, en dorndrasse, on ne comprend rien. Mais si je dis en doberdrasse, en appuyant sur le o, pas de problème, tout le monde va comprendre. Le mot beurre, par exemple, alors moi j'ai interrogé des gens, comment vous dites beurre en breton? Amande. Ben oui, mais amande, non, c'est une façon de dire, mais c'est pas le mot standard. Nous, en 21, on dit amonen. On appuie sur la dernière syllabe. Et Roparsemon, il avait bien écrit amanen. Donc, dans le Perunvan, le mot standard, c'est amanen. Et si je dis amanen en appuyant sur l'avant-dernière syllabe, les Vantais comprennent. Hein, amanen. Si je dis amon, évidemment, c'est pas pareil. Il faut au moins écrire, on peut peut-être dire amon à la limite, parce que amon, on mange la dernière syllabe si on appuie trop, mais au moins dans l'écrit, on devrait tous écrire amonen, quoi. Amonen, et même le dire, moi je pense que ce ne serait pas non plus demander trop de dire amonen, tam amonen, bara amonen, c'est pas compliqué. C'est pas non plus parler vantais, on dit amonen, amenien, etc. Mais c'est un effort pour intégrer aussi le vantais. Alors maintenant, on va voir le breton écrit un peu. Alors, il faut donc se rappeler que le Perunvan, donc le Perunvan, ça veut dire totalement unifié, c'est le système qui avait été mis en place en 1941 et il a fait son chemin. Donc, il y avait eu un autre, alors, comment dire, en 1955, certains qui n'étaient pas contents du Perunvan avaient mis au point le Skolverek. Alors, le Skolverek, l'universitaire. Le problème de l'universitaire, c'est qu'il n'est pas unifié. Ils avaient 2 orthographes, une pour le KLT, à base Léon surtout, et le Vantais a été laissé à part avec son orthographe traditionnelle. C'est pour ça qu'en entre 71 et 75, il y avait eu une commission pour essayer d'unifier ces deux systèmes. Et on n'était pas loin du but. Hein. Moi, je n'étais pas encore dans la course à ce moment-là. Je me suis intéressé au breton un petit peu après en 78. Donc, les jeux étaient déjà faits. C'était presque prêt. Les accords étaient presque finis et il y a eu un problème. Il reste 2 ou 3 points à régler et malheureusement, il y a eu... comment dire, Fange Morvanou, on lui avait demandé, la maison Assim, il avait demandé de faire le breton sans peine, et il avait mis dans le breton sans peine un point qui n'avait pas été tranché, et que, alors ça a été le prétexte, je ne sais pas, en tout cas la commission, à partir de ça, s'est disloquée, et au lieu d'avoir 2 systèmes ou un seul, si l'unification avait été vraiment réalisée, il y en avait 3, puisqu'en 1975 a été
mis sur, sur le marché un autre système. Donc il y avait le Perunvan, le Skolverek, plus les Treraniel, qui veut dire l'interdialectal, avec les histoires de 2S, parce qu'il y avait l'utilisation du 2S. Par exemple, si je dis Placène, on mettait 2S à Placène, et ça a mis la révolution. Et c'est un peu dommage. Donc tout ça, c'est un peu délité. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'en 2020, il n'y a plus que le Perunvan. Le Litré-Raniel a fait long feu, ou très peu en tout cas, très peu utilisé aujourd'hui. L'Oskolverek est aussi pratiquement disparu. Donc il reste le Perunvan sur le marché. Alors, le Perunvan, son avantage, c'est que c'est quand même un système unifié. L'interdialectal aussi, comme son nom l'indique, il était unifié, mais il y avait cet élément de 2S qu'il utilisait qui passait pas. Donc, on ne va pas y revenir. On continue. Alors, si je viens maintenant sur la question de l'accent tonique, il faut en tenir compte pour pouvoir intégrer aussi tous les Bretons. Par exemple, Logoden, il est écrit en entier. Si j'écris Logoden, je prononce Logoden en standard, même si certains diront Logoden ou des choses comme ça, mais moi je prononce, dans les écoles, je prononce Logoden. Hein. Logoden, tout le monde comprend. Mais par exemple, prenons le mot martolot, qui est la forme standard pour un matelot, un marin. Alors, les Vantais disent martelot. On appuie sur la fin. En qualité, c'est martolot. On appuie sur to. C'est très important d'écrire le to dans martolot, puisque en standard, on entend bien, ceux qui prononcent en qualité martolot, on entend bien le to, parce que c'est ça qui est accentué. Donc il faut que les Vantais, bien sûr, se mettent à écrire aussi martolot et non pas martelot comme ils écrivaient avant, parce que si on veut unifier, il faut tenir compte des différents parlers. Alors ce qui est vrai pour les Vantais qui doivent écrire martolot, même s'ils disent martelot, mais moi j'enseignerai martelot, il faut aussi qu'en contrepartie, tout le monde écrive au moins amonen. Vous voyez, c'est la même logique. Alors, on va arriver à un petit problème qui est le problème du Perunvan. C'est un vrai problème. Alors, c'est lequel? Le Perunvan écrit très bien les noms communs, les noms propres. Par exemple, pour écrire tat, tout le monde écrit un D à la fin, alors qu'on dit tat. Tat, on prononce un T final, mais on écrit tous un D. Pourquoi? Parce que si on prend des dérivés, qu'on ajoute un suffixe, on dit tadik, tadou, tadou, tadeler, hein, la paternité, tadeler, on entend un D. Donc on écrit tad avec un D, ça ne pose pas de problème. C'est comme le français, on écrit grand avec un D parce qu'on dit grandir, grandeur, etc. Respecte, le respect, respecting, on dit respecting, respecti, respecter, donc on entend un T, donc on écrit respect avec un T. Prop, on écrit un P à la fin parce qu'on dit propique. Donc ça va. Comment dire, jusque-là, c'est correct. Mais je me rends compte que j'ai mis une propique, c'est un adjectif. Je l'ai casé là, il ne devrait pas être dans les noms, c'est pas un nom, mais ça fait rien, il est bien écrit quand même. Mais par contre, tous les autres mots qui ne sont pas des noms communs ou des noms propres, ils s'écrivent tous avec une consonne dure en finale. Peu, te, que, ce, cheveux. La plupart, on sait te, que et ce. Hein. Donc j'ai écrit les mots p de combien, et 8, pour, blot, ça veut dire mou, guac, ça veut dire mou aussi, rac, c'est parce que, huic, c'est doux, brasse, c'est grand, penos, pérac, hein, pourquoi, penos, c'est comment, caout, c'est le verbe, trouver, non, avoir, veux-je dire, et puis selet, c'est regarder. Donc on écrit toujours des consonnes dures. Alors, ça pose problème. Ça pose problème, c'est un vrai problème parce que c'est une erreur. Parce que si je regarde
Donc, à gauche, cette façon de faire est un obstacle, si on veut, à l'enseignement de la règle numéro 2, qui est l'histoire de décoder la longueur de la voyelle sous l'accent tonique, et c'est un obstacle aussi pour la réalisation des liaisons. Donc, c'est les règles 2 et les règles 4 qui sont mises en difficulté. Si je regarde donc à gauche la longueur de la voyelle, hier der Vogalen, longueur de la voyelle, il y a deux mots qui sont des substantifs. Claude, devant un D, la voyelle est longue, et avec un T, K-L-O-T, on va dire Clot. Alors, Claude, c'est la gloire, Clot, c'est creux sous la rive, un trou sous la rive, sous la berge de la rivière. Donc là, c'est dans le Perunvan, c'est bien indiqué Claude avec un D et Clot avec un T. Bac, ça veut dire un bateau avec un G, on dit Bago, hein, Bagou. Et bac, j'ai passé le baccalauréat, on mettra un K. Et là, c'est clair, bag avec un G, c'est un A long, et avec un K, on va dire bac avec un A. Bref, jusque-là, ça va. Mais regardez un peu plus bas. Si nous, en Ventin, on dit brasse, quelquefois c'est écrit Bresse, mais brasse, pâte à crêpes. B-R-A-S, brasse, un A, bref. Or, on écrit, pour dire grand actuellement, on écrit B-R-A-S. Une dame brasse, en Perunvan, s'écrit B-R-A-S. Mais normalement, brasse, ça devrait s'écrire avec un Z, quoi. Parce qu'autrement, on va dire comme brasse, mais on ne dit pas une dame brasse, on dit une dame brasse. Vous voyez, il y a un problème là. On dit douce avec un S. On dit doucique. Douce, c'est avec un S. Or, on écrit pareil, douce, D-O-U-S, et rousse, qui est avec un OU long. Comment savoir la différence? On ne peut pas savoir la différence. Ceux qui ne connaissent pas les mots ne peuvent pas savoir si on dit rousse avec un OU long ou rousse comme douce. Vous voyez? Donc ça, c'est un problème. Il va falloir qu'on revienne dessus. En ce qui concerne les liaisons maintenant, si j'écris évite avec un T, si je dis évite en dut pour les gens, évite en dut, quand on voit un T, on a tendance à dire évite en dut. Or, normalement, en breton, on dit évident dut, évident dut. L'acade, c'est mettre. Je mets l'acade à rang. Normalement, l'acade à rang, on entend un D en liaison. Si j'écris un T, on va avoir tendance à dire l'acade à rang. C'est la même chose si je mets un S à plijus zewa. On entend souvent plijus sewa. Penos, et si j'hésite, souvent on dit penos, on hésite, on dit E, souvent en français et dans d'autres langues, on dit E, penos, et ben on dit penos et non pas penos. Hein. Bon, alors l'exemple de propre, c'est un peu différent parce que propre, c'est bien écrit avec un P parce qu'on dit propique. Celui-là, il faut connaître la règle, c'est-à-dire qu'un P devient un B en liaison. Mais pour tous les autres, il faudrait changer ça parce que normalement, évite, on dit évidon, éviduts, évidim, évidor. Donc on entend un D, il n'y a aucune raison d'écrire avec un T, mais la règle n'est pas bonne. Oui, elle est un peu, elle s'oppose un peu à un enseignement clair de la langue. Donc la solution serait d'écrire tous les mots bretons, quels qu'ils soient, substantifs, adjectifs, adverbes, etc., en fonction de la dérivation. Alors, par exemple, bloat, qui veut dire mou, on dit bloden. Si on dit bloden, c'est qu'on devrait écrire bload avec un D. Et là, on a bien devant un D, la voyelle est longue. Évite, comme je disais tout à l'heure, on dit évidin ou évidon, évidout, évidim, évidor. Voilà, on met un D. Alors, certains vont déjà me rire, oui, mais on dit évitant, c'est vrai, mais on va voir ça tout à l'heure. Pérac, péraguing, péragui, ça veut dire poser des questions comme les enfants, hein, demander pourquoi. On entend bien le gueux. Caout, c'est le verbe avoir. On dit un avoir. Vous allez faire des courses et vous achetez un produit et puis ça ne vous convient pas, vous revenez,
la marchande vous donne un avoir, ben on dit kaoud, kaoudou, kaoudaou, donc on entend bien un D, donc c'est un D aussi. Eurus, on dit eurusament. Donc le us, la terminaison us, c'est normalement c'est UZ. Amérique, on dit American, donc là c'est un K. Corrigue, par contre, on dit corrigande. Voilà pourquoi on met un gueux à soisique, à anaïque, etc. Parce que le diminutif, si on met un autre diminutif derrière, comme dans corrigande, on c'est aussi un diminutif, on entend le gueux de hic. C'est pour ça qu'on écrit hic avec IG en breton. Hein. Rousse, donc on dit rousique. C'est pour ça qu'il faut mettre un Z à rousse, parce que ce n'est pas le même ou que dans douce. On dit doucique. Donc là, c'est un ou bref, mais rousse, c'est un ou long. Vous voyez, tout ça devient logique. Alors, il faut savoir qu'en Purunvan, il y a déjà des mots qui ne sont pas des substantifs qui sont écrits correctement. Hein. Close, par exemple, on dit closant. Il n'y a pas besoin de les changer, ceux-là, évidemment. Ils sont déjà bien écrits. Rose, comme rosen. No, noblance. Doup, doup, doubling. Cro, crogut. Didrouz, etc. Trousus, hein, voyez, on entend un Z, etc., etc. Il y a déjà plein de mots qui sont écrits correctement. Ceux-là, bien sûr, on les conserve tels quels. Alors, pourquoi est-ce que on a mal écrit la finale de certains mots? Eh bien parce que, en fait, la règle qui a été adoptée en Purunvan en 1941, c'est une règle qui avait été déjà, comment dire, édictée, et c'était en 1902 par les Vantais, grammaire bretonne du dialecte de Vannes, de Gilvig Le Goff, en 1902, les gens ne savaient pas pourquoi on disait brasique d'un côté et brassat. Ils ne savaient pas non plus pourquoi on disait éhuiding, éhuidon et éhuitant, éhuité. Personne ne savait. Ils avaient demandé à la fac de Rennes, en 1900, personne ne savait pourquoi on disait, on disait brasique et brassade, et pourquoi on disait éhuitant et puis éhuiding. On ne savait pas pourquoi. Il a fallu attendre il a fallu attendre 40 ans, donc dans les années 40, 1940, mais après le Purunvan, malheureusement, pour que François Fallin explique le pourquoi. C'est en fait parce que certains suffixes du breton possédaient un H. Et ce H, ce n'est pas simplement un truc orthographique, d'ailleurs on ne l'écrit plus, c'était un H. Et ce H durcit la consonne. Un G devient que, un de devient te automatiquement dans ces cas-là. Alors, d'ailleurs, il y a quelque chose qu'ils auraient dû mettre de la puce à l'oreille des gens quand ils ont fait le système Purunvan, parce qu'on dit pesquedus pour dire c'est poissonneux. Pesquedus, on entend un 2, mais personne n'écrit pesquette avec un T. Or, on dit pesqueta. Pêcher, c'est pesqueta. Parce que on écrit tous pescade avec un D, le pluriel de poisson, parce qu'on dit pesquedus, pesqueden, mais malgré qu'on dise pesqueta. Et pourquoi est-ce que le D de pesqueden, pesquedus est devenu te dans pesqueta? Parce que le suffixe a était pesquetha, aller chercher des poissons. Et ce H, eh bien, il est transformé le D en T. C'est pour ça qu'on dit pesqueta. Pesqueta, Mircieta, vous connaissez toute la série. Et les autres suffixes sont de même. A, par exemple, brassade, il y avait aussi un H devant ce suffixe. Brasshat, vous avez écrit les bras avec un Z, mais devant le hat, ça devient ce, brassade. On n'écrit plus le H, mais on garde le S. Brassant, brasseur, c'est la même chose. Et il y a aussi un suffixe exclamatif qui est du même ordre, c'est brassette, brassat. Na, brasseux d'une tique, quelle grande maison. On ne l'utilise plus tellement, mais il faut le savoir, il existe aussi. Et vous avez aussi des deux termes qui indiquent la longueur, enfin des mesures de longueur, c'est un pouce de long, meutat, et un pied de long, troetat. Alors, meutat est intéressant parce qu'en vantais, on dit encore meutet. Et qu'est-ce que ça veut dire? Meutet, ben, ça veut dire pouce de long. Meut, on dit meudig, donc c'est avec un D. C'est meut hit, c'est-à-dire pouce longueur, pouce de long. Et
Hed s'écrit H-E-D, hein. On dit Hetahed, hein, tout le long du canal, et ben, Hetahed Gonol. Eh bien, ce H de Hed fait que le D de meute devient T, et on dit meutet qui est devenu meutat. Voyez. Alors, alors, ça fait 6 suffixes durcissants, là, hein, A de pesqueta, at, en, or, ED de l'exclamatif et puis le ED aussi de mesure, ED ou AD. Et vous avez les trois qui sont dans les, comment dire, prépositions conjuguées comme évite, etc. Éviding, mais évitant, éviti, éviter. Voyez. Donc ça fait 9 suffixes durcissants en breton. Évidemment, il ne faut pas utiliser ces suffixes-là pour savoir quelle est la consonne finale d'un mot. Vous allez forcément avoir toujours une consonne dure. Voilà. Alors, je peux vous montrer vite fait l'influence du H. Par exemple, on dit kikafart normalement. Tout le monde écrit kik avec un G, mais normalement, on dit kikafart parce qu'il y a le H qui est là. En 21, on dit hetahit tout le long d'eux, comme je disais tout à l'heure, nosade, etc. Et vous avez donc meute, le pouce, plus het, ça fait bien meutet qui est devenu meutat. Pesquet, on écrit avec un D parce qu'on dit pesqueden, mais pesquet plus ha, aller chercher des poissons, c'est pesqueta. Brasique, ik n'est pas un suffixe durcissant, donc on dit brasique. Mais si j'écris at derrière, c'est brashat devient brassat. Ça, c'est le jeu du H. Alors maintenant, il y a un problème que je veux juste, comment dire, vous montrer, c'est le problème de l'assimilation. Alors, vous avez donc les consonnes douces du breton. C'est très important ce tableau parce qu'il fonctionne beaucoup en breton et il fonctionne pour les mutations, mais pas seulement. Il y a aussi dans les couples de consonnes, on est tout le temps ramené à ce tableau. Vous avez en rouge les consonnes douces et qui sont les consonnes voisées, c'est-à-dire qui font vibrer les cordes vocales, b, de, ge, ze, je, veux, et les autres qui sont les consonnes dures en noir en dessous, qui ne font pas vibrer les cordes vocales. Vous pouvez faire p, t, k, ça ne fait pas vibrer les cordes vocales, on ne sent pas de vibration dans la gorge quand on touche. Eh bien, quand comment dire, vous avez deux consonnes qui se suivent, elles peuvent être croisées à l'écrit, c'est-à-dire vous pouvez très bien trouver, vous trouvez devant un B et un T, par exemple, une consonne rouge et une consonne noire, mais quand vous allez prononcer, le croisement n'est pas possible. C'est-à-dire que même si c'est écrit, vous avez une consonne rouge et une consonne noire, de deux choses l'une, ou bien la prononciation va être tout en noir, c'est-à-dire que si vous avez un B et un T, par exemple, à l'écrit, eh bien, à l'oral, quand vous allez prononcer, les deux consonnes vont être noires. C'est-à-dire que le B va devenir P et ça va faire pt. C'est automatique, vous ne pouvez pas contrôler. Par exemple, si, vous savez, quand vous appelez quelqu'un discrètement, vous dites pst, pst, eh bien, les trois consonnes sont noires. C'est-à-dire, elles sont toutes non voisées. Dans le mot capturer, c'est deux consonnes noires aussi, P et T, c'est non voisé, donc il n'y a pas de problème. Mais regardez en dessous, observez, par exemple, on écrit un B et un S. Eh bien, le B, si je reviens en arrière, est rouge et le S est noir. Eh bien, quand vous prononcez observer, vous prononcez ps, c'est-à-dire que vous prononcez le peu et le ce qui sont deux noirs. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir. C'est pas seulement en breton. Hein. Par exemple, alors je vais prendre un exemple en anglais, mais par exemple en français on dit observer, on dit pse, mais en anglais c'est pas ça. En anglais c'est to observe, c'est-à-dire que les deux deviennent sonores. Observe, le B commande au S de devenir the. C'est le B la consonne forte si vous voulez, alors qu'en français c'est le ce qui oblige le B à devenir peu. Donc, selon les langues, la chose peut être différente.
Alors, maintenant, un petit rappel pour les liaisons. Je ne peux pas tout expliquer quand même, vous trouvez ça dans le bouquin si vous voulez. Mais les liaisons en breton, vous savez qu'en français, les liaisons se font devant des voyelles, uniquement devant voyelles. En breton, c'est devant les voyelles, ça c'est vrai, mais aussi devant LMNR. On dit par exemple toc, tokou, toku. En général, on dit toc, c'est un chapeau, toku, donc c'est avec un K, au bref. Il y a aussi tog dans les Côtes d'Armor, mais on peut différencier ce mot-là de toc. Togru, on va dire togru, c'est-à-dire le K devant un R devient G, comme si c'était devant une voyelle. Et puis devant W et Y, c'est pareil, phasian, normalement, on doit adoucir le S en Z devant un Y, c'est pareil devant un W. Par exemple, vous avez congléon, le conquet se prononce congléon. Libraire, un lèche derrière, un lèche cul, se prononce comme le français libraire. C'est pour ça que les enfants se rigolaient, les Bretons rigolaient quand ils étudiaient les métiers. Libraire, ça leur faisait penser à autre chose, bien sûr, que le nom du gars qui tient la librairie. Trut et Skern, jusqu'à présent, j'ai écrit Trut avec un te, parce que c'est comme ça la règle, mais on va dire Trut et Skern et Trudic, donc on devrait à ce moment-là changer, écrire un D, ce serait beaucoup plus clair. Abébeil, normalement, on doit prononcer Abébeil et on devrait aussi écrire un B. Alors ça, c'est les mots qui ont des traits d'union. Quand il y a un trait d'union, on peut se contenter de connaître la règle. On peut se contenter de connaître la règle, comme dans congléon. Cong, c'est avec un K. Lip, c'est avec un K, on dit lipat. Mais treud, on devrait changer, mais même à la limite, il faut connaître la règle. Même si c'était un T, on devrait dire treudiscan, c'est la règle. Et comme ça, devant une voyelle, on doit adoucir la consonne. Mais dans certains cas, quand il n'y a pas, par contre, de trait d'union, ça devient très compliqué parce qu'on ne sait pas où sont les mots. Alors, actuellement est écrit, par exemple, faire pâlir, drouk, livant. Si je dis vite, je dois dire drouk livant avec un G. Mais qui va dire ça quand on écrit un K? Il faut le savoir, qu'il y a deux mots là, qui ont été joints. C'est un mot composé sans trait d'union. Il faut être très bon pour savoir que c'est une composition, un mot composé. Drogneux, c'est pareil, on devrait dire drogneuse comme si c'était un G. Même chose pour droglavar, droglach, droglas, etc. Devant un L, on devrait écrire drog. Et il n'y a aucune raison de drogyul, c'est pareil. Drogwisking devant W, on doit mettre aussi un K. Pourquoi mettre un K alors que Drogaël, un mauvais ange, un démon, s'écrit avec un G? Donc il y a deux poids, deux mesures. Il n'y a aucune raison, parce que le mot droug, de toute façon, drougou, c'est avec un G, et il n'y a aucune raison d'écrire un K dans les exemples que je vous ai donnés. Il y a un autre phénomène aussi qui est intéressant, que les gens ne connaissent pas, mais vous n'avez qu'à faire l'expérience et interroger les Bretons qui parlent encore le français, même en français, qui parlent le français avec le substrat breton. Vous allez voir que les gens disent, par exemple, Israël. En Bretagne, on dit Israël, on ne dit pas Israël. En français, on dit Israël, sre. Mais en breton, on dit Israël, zre. On dit islam, on dit cosmos, on dit technique, technicien, pas technicien, mais technicien. Communisme, tourisme, etc. Alors, si on n'écrit pas ça, si on n'écrit pas islam avec un Z, les gens vont prononcer à la française, forcément, puisque on est baigné de français partout. Et la tendance actuelle, justement, parce qu'on ne fait pas attention à tous ces phénomènes bretons-là, eh bien, à cause de l'orthographe, on arrive à des prononciations qui sont calquées du français. Il faudrait écrire Atlantique avec un D, un DL, parce que normalement, les Bretons disent l'océan Atlantique. Atlantique, pas Atlantique, mais Atlantique. Israël, islam, cosmos, etc., c'est la façon de dire en breton. Et il faut l'écrire pour que les jeunes qui apprennent prononcent en fonction de l'orthographe. Parce que l'orthographe, quand on n'entend pas les mots dans l'espace
dans l'environnement immédiat, eh bien, on a tendance à se baser beaucoup sur l'écrit, malheureusement. Si on dit Enoch en anglais, par exemple, vous allez sûrement trouver quelqu'un qui va vous dire, on ne dit pas Enoch, on dit Enough. Mais si vous prononcez mal en breton, personne ne va vous corriger. Donc, il faut vraiment qu'on prenne très soin de l'orthographe parce que actuellement, on se base beaucoup sur l'orthographe pour écrire. Alors, on arrive au terme de l'heure. Je vais passer sur les autres, comment dire, diapositives, parce que c'est un petit peu trop, vous les trouverez dans le bouquin. Si on tient compte de ce que j'ai formulé là, pour, comment dire, pour apporter un peu de logique, de cohérence dans le Purunvan d'aujourd'hui, parce que je pense que le Purunvan, c'est donc une orthographe unifiée. C'est important, c'est très important qu'on ait bien sûr une orthographe unifiée en breton. Et en tant que Vantais, je suis très sensible à la question et il faut continuer, bien sûr, à travailler pour que le Vantais soit bien intégré. Hein. Donc, de ce côté-là, il y a un certain nombre de propositions qu'on peut faire suite aux travaux d'Albert Baucher et à d'autres. Mais je peux vous montrer, par exemple, maintenant, que je changerais de tenir compte des remarques que j'ai faites. J'ai mis en rouge dans ce texte qui est ce que disait Claudie Malnoé, donc la directrice de Stumdi dans le numéro de IA, numéro 817. J'ai repris son texte, le texte qui est décrit, et j'ai changé donc en rouge les choses qu'on peut changer, qu'on devrait pouvoir changer. Ben, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. Si on n'est pas capable de faire ça, je veux dire, si on n'est pas capable de changer un T en D ou un que en gueux, on n'ira nulle part. Hein. Je ne vais pas lire hein, parce que c'est trop, mais c'est juste pour vous montrer que ça ne change pas grand-chose. Mais c'est très important parce que Kénik, par exemple, au milieu du texte, vous avez ici Kénik. On écrit un E, pourquoi un E? Parce que le E permet de passer à I, Kénik, ou à A. Vous savez que même en français, un E peut aller à A. Quand on dit une femme, par exemple, c'est écrit FE, hein, mais on dit femme. Un E peut aller jusqu'à A, mais un I ne va pas jusqu'à A. Donc si on écrit Kénik, on ne peut pas avoir la prononciation vantaise Kanik. On devrait écrire Kénik. Méné est bien écrit parce que Méné, malgré que certains disent Miné pour dire une montagne, hein, Méné, Ménès, Miné, tout le monde écrit Méné. Eh ben, Méné nous convient à vingtaine, même si on dit Mané, parce qu'un E peut aller jusqu'à Bemdé, c'est pareil, on écrit Bemdé et on peut dire Bamdé. Vous voyez, et c'est pour ça que Kénik devrait s'écrire avec un E. Bon, pour tenir compte de tout. Voici un texte que moi j'avais écrit. Qui s'appelle Le Colibri à un petit bout. Vous voyez, il y a très peu de choses qui changent. Hein. Le dour ici avec un D, c'est parce que la plupart des gens en breton populaire disent un mot qui commence par deux. Ça peut être d'or en vantais, ça peut être deux en trégor, ça peut être dar, der, etc. Finalement, la forme ous, elle est très minoritaire en breton populaire. C'est du côté de Castelpau, là-bas, de Saint-Paul-de-Léon, mais sinon les formes sont avec un D, donc dour a l'avantage d'être un peu, comment dire, œcuménique, si on voulait, dans cette affaire-là. Vous voyez qu'il y a très peu de choses qui ont changé dans ce texte, et voilà un autre texte qui est un vantais, mais bon, voilà les choses qui changent, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Mais avec ce que je propose là, on arrive à un breton Purunvan une orthographe purunevone qui tient compte de leur. C'est pas du vantais seulement, hein, c'est aussi du breton en tant que breton. Ça facilite les liaisons, ça permet d'avoir un décodage de la longueur de la voyelle qui est correct, etc. Donc, vous voyez, c'est comment dire, un petit effort qu'on devrait faire, qui n'est pas compliqué, qui ne déforme pas
l'orthographe à laquelle on est habitué. Je vous conseille d'aller voir, si vous voulez, dans l'hebdomadaire. Il y a la rubrique cinéma, elle est écrite comme ça. Jusqu'à présent, personne ne se plaint. L'orthographe, c'est une habitude, hein. On s'habitue et puis ça ne pose pas de problème au bout d'un certain temps. Ça va. Donc, si vous voulez aller plus loin dans ce que j'ai raconté là, il y a 2 bouquins qui sont tous basés sur les travaux d'Albert Baucher. Lui n'a pas écrit grand-chose malheureusement, mais moi j'ai essayé de reprendre, parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui, de reprendre ce qu'il avait proposé. Donc, bien prononcer le breton d'aujourd'hui, c'est sur les liaisons. Donc, c'est un sujet complètement oublié. On commence quand même à se pencher sur la question, mais oublié dans l'enseignement du breton. Or, c'est très important, c'est plus important que les... Enfin, c'est plus important. En tout cas, c'est aussi important que les mutations. Et donc, des dialectes à la langue écrite, c'est comment on peut passer d'une langue morcelée à une langue écrite qui se tienne, qui soit cohérente et dans lesquelles chacun se retrouve. C'est ça qui est important. Mais bon, donc, je vais laisser la parole maintenant à ceux qui veulent peut-être poser des questions. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais bon. Trugares d'or. Merci Jean-Claude Luruyet. Alors, une première question. Dans quel contexte a été élaboré le Perunvan? Dans quel contexte? C'est-à-dire que c'était des choses qui étaient déjà en travail, hein. Ça n'a pas été d'un seul coup. C'était pendant la guerre, donc en 1941. Mais c'était déjà en chantier depuis longtemps. On a vu dans ce que je montrais au début, il y avait déjà des tractations entre les Vantais et les autres, bien entendu. Les Vantais ne voulaient pas rester en dehors du truc, en dehors du coup, si vous voulez. Mais le problème, c'était d'arriver à c'est pas simple d'unifier une langue. Il faut se remettre en. C'est pas très simple. Et comme on était parti du problème que c'était, enfin comment dire, du principe que c'était à partir du breton du léon qu'il fallait faire le travail. C'était un peu problématique puisque le léon, c'est le plus excentré des dialectes. Le vantais aussi est excentré, mais on aurait pris l'un ou l'autre, c'était pareil. Ça aurait été plus judicieux de prendre comment dire, le cornouaillais comme base, par exemple. Hein, ça aurait été sans doute plus facile d'unifier si on avait dit on se base sur le cornouaillais. Malheureusement, c'est pas ça. Puis en plus, le cornouaillais aussi, il faut dire qu'il est très varié, hein. Il aurait peut-être fallu prendre, je sais pas, le cornouaillais du côté de Carhaix ou quelque chose comme ça, un peu central, quoi. Parce que plus on s'éloigne, plus les dialectes sont différents. Alors, le contexte, bien sûr, c'était la guerre. Il faut dire que c'était la guerre. Certains, malheureusement, ont pensé qu'avec les Allemands, ils allaient pouvoir se libérer de la France et ils se sont basés un peu là-dessus. Et il y avait donc comment dire, un officier allemand qui était un spécialiste du celtique. Il y a toujours eu des Allemands intéressés et pas que des Allemands d'ailleurs, par le breton et les langues celtiques, et c'était Weisgerber, et qui aurait voulu sans doute que le breton soit unifié à l'écrit. Il avait donc demandé à ce que il y a un effort de fait pour intégrer le 20. Voilà le contexte. Ça a été fait assez rapidement, je crois que c'est le 8 juillet, les travaux ont duré jusque septembre ou quelque chose comme ça, mais ça a été quand même fait un peu vite sans doute, et on a conclu trop rapidement, ce qui fait que les Vantais n'ont pas vraiment adhéré. C'est ça le problème, c'est que les Vantais n'ont pas adhéré massivement. Et ça, c'est dommage parce que on ne serait pas là aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais vous lire un commentaire. Ancien enseignant en breton, Vantais, galloisant et gaélisant, je suis d'accord sur quasiment l'ensemble des points que tu développes habituellement, sauf un, le cas du S. Le cas du S. Bien que partant d'une volonté louable, il me semble que ta proposition s'attache surtout à faire revenir la prononciation du S à ce qu'elle était parmi la génération de nos grands-parents. Pour l'intercompréhensibilité générationnelle, c'est super. Cependant, tu ne nieras pas qu'une langue est vivante et donc qu'elle évolue. Je m'attache à savoir ce qu'elle sera demain et je me demande, puisqu'évolution il y aura, pourquoi faire revenir la prononciation du S à une prononciation française? C'est le problème du S, c'est ça? Exactement. Du S.
Ben, de toute façon, je vois pas trop le sens de la question parce que en Peur-une-Vente, un S se prononce se. Je vois pas trop en français, le S peut se prononcer se, peut se prononcer ze, entre deux voyelles. Normalement, en breton, il se prononce se entre deux voyelles. Donc, je vois pas trop le sens de la question. Mais par contre, ça, c'est un point qui change pas en Peur-une-Vente. Je reviens pas sur cette affaire-là, hein. Par contre, sur le problème de l'évolution de langue, toutes les langues évoluent, la question n'est pas là, toutes les langues évoluent. Il y a une différence entre une évolution naturelle de la langue et comment dire, un désordre plus ou moins organisé, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que une langue qui se tient, que l'on unifie sur la base des différents parlers actuels, qui a une cohérence, qui a une logique, elle va forcément évoluer. Maintenant, si je prends les liaisons, par exemple, on se dit, on se fout des liaisons, c'est un problème, comme j'ai entendu dire, c'est trop difficile, on ne s'en occupe pas. L'imitation aussi, hein, on peut dire, c'est trop difficile, on ne s'en occupe pas. Bon, bah dans ce cas-là, effectivement, la langue, si je reviens aux liaisons, c'est pas compliqué. Si on n'enseigne pas les liaisons selon le principe des liaisons bretonnes, qui est un système complètement spécifique aux Bretons, c'est pas compliqué, on va faire les liaisons à la française. Alors moi je veux bien, mais dans ce cas-là, on pourrait dire c'est pas la peine de s'occuper du breton, on n'a qu'à parler français, point final. Si on enseigne le breton, on enseigne le breton, et le breton il a des règles, il a une logique, il a une personnalité, si on veut, linguistique particulière, et on essaie d'aller dans ce sens. Quand on dit Madeo, c'est pas Mathéo le bandicor, c'est pas comme ça qu'on dit en breton. Voyez. Donc il faut enseigner ce qui doit être enseigné, ce qui fait partie de la langue. Maintenant que la langue évolue, ça, il n'y a aucun problème. Toutes les langues évoluent, le français évolue, l'anglais évolue, etc. Ça, je ne mets pas ça en cause. Mais par contre, il faut quand même qu'on se sache ce qui est important d'enseigner aujourd'hui pour avoir une langue un peu cohérente. Or, on n'en est pas là, il semble. Pour revenir donc sur la question précédente, donc je vais faire quelques ajouts. Pour la suite de la question, aucune autre langue celtique non ce son, le breton ne l'avait pas non plus. C'est venu du français entre le XVIe et le XVIIIe siècle après Désay. Au vu des relations politiques internationales actuelles, je pense et je souhaite que nos jeunes apprenants tisseront de plus en plus de liens outre-Manche avec les cousins. Il me semble intéressant de chercher à rapprocher cette prononciation des autres langues celtiques, ce qui n'est finalement une des démarches de l'interdialectal, et de ce qu'elle était en Bretagne avant la pénétration du français, dont il reste des éléments de prononciation dans le vantais. Oui, ça, le fait de garder des liens avec les autres langues celtiques, notamment le gallois, parce que c'est le gallois et le cornique qui sont les plus proches, oui, pourquoi pas, mais c'est pas la peine de vouloir trop. Déjà, si on était logique avec nous-mêmes par rapport à ce que j'ai dit là, on fait déjà un progrès. On pourrait rapprocher le breton encore davantage du cornique, par exemple, c'est en mettant un pluriel, non pas en OU accent, que les gens ne savent pas, enfin les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire un U accent à la fin d'un mot comme ça? Tout le monde dit Tadou. Ici, par exemple, moi j'habite à Baden, il y a juste à côté, il y a la commune du Bono. On a écrit Arbonou. On ne dit pas Orbonou, on dit Orbono. Si on avait choisi d'écrire le pluriel OW, ça nous aurait rapproché du cornique, par exemple. Voilà un élément. Moi, je ne demande pas spécialement à ce qu'on arrive tout de suite au W, encore que, pourquoi pas, mais ça ne me dérange pas de le faire. Mais il ne faut pas aller non plus trop vite. Le mieux est l'ennemi du bien. Dans cette affaire-là, je pense qu'il faut aller progressivement. Ce qui est important aujourd'hui, de changer pour le breton, indépendamment des liens avec les autres langues celtiques, on pourra travailler ça après peut-être. Moi, je ne suis pas contre, au contraire.
Mais le W, c'est pareil. Je veux dire, le W à la fin des mots, ça aussi, c'est une façon de rapprocher, ou même à l'intérieur. Par exemple, peoir. En gallois, c'est pédoir, avec un W. Si on met peoir, qui est une façon d'intégrer le vante, parce qu'on dit poire en vante. Si vous mettez poire, P apostrophe avec un V, on va dire pfar. Personne ne dit pfar. Pévar ou péwar ou piar, ça dépend si on prononce ce qu'on prononce, si on prononce le E ou le W, etc. Mais péwar avec un W me paraît moi logique. Et là, on va vers le gallois, par exemple, parce que pédoir en gallois, c'est avec un W. Ça va dans ce sens-là aussi, c'est pas antinomique. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas aller trop vite. Un autre problème aussi, que je n'ai pas évoqué là, mais on peut l'évoquer, c'est la finale du participe passé. On écrit ET actuellement. Logiquement, en breton, c'est ED. Parce que si je dis un aimé, par exemple, carédique, on dit carédique. D'ailleurs, les Gallois disent carédique aussi. Hein. Carédique, ce qui monte, c'est carotte. Carotte, carédique, on entend un D. Donc, c'est pas ET, la finale du participe passé en breton, c'est ED. Mais on pourrait le mettre. Si on le mettait, d'ailleurs, ça favoriserait dans les liaisons, dans les jonctions, ça mettrait encore plus de consonnes douces. Parce qu'il y a beaucoup de participes passés qui finissent avec ET actuellement et qu'on mettrait avec ED. Si j'écrivais car-D, j'écrirais ED à carotte. On a tout de suite la liaison car-D. Mais ça modifie beaucoup. Ça modifie beaucoup la tête, si on veut, de notre orthographe. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. Je dis le mieux est l'ennemi du bien. Si déjà on rectifie les finales, comme je l'ai dit, on a fait un gros progrès parce qu'on peut enseigner les 4 règles sans problème. L'accent tonique sur l'avant-dernière syllabe, la longueur de la voyelle, on peut la décoder facilement. Il faut savoir bien sûr qu'en finale absolue, on prononce peut-être que ce cheveu et non pas gueux, etc., soit zik. Et puis les liaisons sont aussi facilitées. Donc, il ne faut pas être absolutiste ni jusqu'au boutiste. Je pense qu'il faut crocher dedans tranquillement. On voit bien que c'est difficile de changer l'orthographe. En français, c'est pareil. Les Bretons sont pareils aussi. Ils ont pris le pli du français. L'orthographe, c'est sacré. C'est un peu sacré, il ne faut pas toucher, etc. Si, on peut toucher, bien sûr. D'ailleurs, je vous signale, le peur une vanne. Moi, j'ai un dictionnaire de Reparsémont qui date de 1985, je crois. Et il y a beaucoup de mots qui ont été changés sans tambour ni trompette depuis 1985. Et si vous regardez, par exemple, les ronds-points, actuellement, c'est marqué crescentro. Et crescent dans le dictionnaire de Reparsémont, il est écrit ZH. Ce n'est pas un ZH, parce que c'est un mot composé, quiz plus hand. Il est écrit quiz hand avec ZH. Donc on devrait dire quizen, enfin, on aurait tendance à dire quizen, mais non. Et là, je pense que c'est l'Office qui a fait la rectification. Ils écrivent crescentro avec SH. Je suis d'accord avec ça parce que au moins on a une incitation à dire crescent, ce qui est logique. Rappelez-vous que les Français, quand ils écrivaient des noms de lieux, ils écrivaient croissant, le croissant, qui veut dire le carrefour, parce qu'ils entendaient crescent. Alors, ils disaient croissant, ils écrivaient croissant, parce que les gens prononçaient bien crescent, avec un se. Donc, moi, je suis assez d'accord pour écrire, pour aider à la prononciation quand c'est possible. Mais ce n'est pas toujours possible, on ne peut pas non plus... L'orthographe ne va pas résoudre les problèmes de prononciation à tous les coups, mais on peut aller vers ça, un peu, le plus possible, à mon avis. Alors, une autre question. Tenir compte de la dérivation de la consonne finale n'est-il pas un élément majeur du Skolvereg? Une telle réforme du Perunvan ne risque-t-elle pas de subir la même opposition? Alors, ouais, c'est très curieux. C'est très drôle comme histoire parce qu'en fait, on n'est pas là en train de faire la bagarre avec le Skolvereg, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que le Skolvereg était logique quant au final. Le Skolvereg est très rigoureux sur l'écriture des consonnes finales. Mais qu'est-ce que ça peut faire?
on a quand même le droit de regarder les choses positives. Si on regarde le Pur Unvan a adopté la règle des 20 têtes de 1902. C'est une erreur. Bon, bah, une erreur. Pendant plus de 2000 ans, on a dit que la Terre était plate, maintenant on sait qu'elle est ronde. Bon, bah voilà. On ne savait peut-être pas pourquoi on disait Brasique et Brassat. Maintenant on sait. On sait que Us, c'est avec un Z, parce qu'on dit malheureusement. C'est tout. Alors, si le Skolverek a pris un Z déjà, eh ben, prenons le Z aussi, et puis c'est tout. Et puis ça rapprochera et ça facilitera aussi que les gens qui étaient habitués à utiliser, à écrire en Skolverek, eh ben, ils vont se dire, bah, finalement, le Purunvan a adopté quelque chose qu'on faisait et qui est logique. Donc, il n'y a pas de raison non plus de dire, c'est parce que c'est du Skolverek qu'on ne va pas le prendre, c'est complètement idiot. On doit prendre. Moi, je pense que le tort du Skolverek, c'est que ce n'est pas un système unifié, puisqu'ils avaient KLT d'un côté et, comment dire, Vante de l'autre. Moi, je ne pense pas qu'il faille mettre le Vante de côté. Donc, prenons le Purunvan comme base et regardons ce qui ne va pas dans le Purunvan. Tant pis si ça vient du Skolverek, on s'en fiche. Merci pour vos réponses, Jean-Claude Leruyer. Nous allons terminer ici. Voilà, ben écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est très clair parce qu'en fait, c'est difficile de savoir. On ne voit pas la salle, il n'y a personne dans la salle. Je ne voyais que le visage d'Agnès. Et comment dire, c'est une question un peu délicate. Il faut prendre le temps. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre toutes ces affaires-là avec Albert Baucher, hein. Au début, les liaisons, je les faisais à la française, hein. Je me rappelle très bien, il m'avait fait la remarque, je n'avais pas compris tout de suite. Mais il faut que les enseignants prennent ça en main, s'intéressent à la question. C'est une chose importante et la question des finales, vraiment, il faut la régler, quoi, parce qu'elle nous empêche d'enseigner les 4 règles correctement. Et ça, c'est dommage, parce que à partir des 4 règles, on peut avoir, je parle de l'enseignement, hein, bien sûr, il n'est pas question de changer la façon de parler des gens, mais au moins dans l'enseignement, on va vers une unification de fait, de toute façon, et puisqu'il y aura unification d'une manière ou d'une autre, autant qu'elle soit un peu logique et cohérente par rapport à ce qu'on perçoit de la langue. Voilà, c'est ça mon sentiment. Merci. Alors, sur ce, nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Jean-Claude Leruyer. Ben voilà, et ben merci de m'avoir invité à cette première conférence en vidéo. Et puis bon courage à tout le monde. Voilà, Kenavo, Kenavo. à Betek Salut.